Bonjour à tous. Voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour ce webinaire. Merci à tous d'être avec nous en direct ou en différé. Nous sommes plus de 300 inscrits. Tout le monde n'est pas bien sûr en direct. Actuellement, 69 personnes sont avec nous dans plus de 50 pays. Merci à tous. Je m'appelle Patrick Ténez, je suis le responsable du cabinet TZ Conseil et je vais animer cette session pour vous et avec vous. Très heureux de vous retrouver après pour ce deuxième webinaire qui va traiter de la vie des parents et des enfants à l'heure de la fermeture massive des écoles et du confinement pour beaucoup d'entre vous. Samedi dernier, 15 mars, nous avions organisé un premier webinaire pour réfléchir sur des outils et des bonnes pratiques, et puis des outils et des bonnes pratiques adaptés aux circonstances actuelles, et plus de 130 professionnels, responsables d'établissements et enseignants nous avaient rejoints. L'enregistrement de ce webinaire est d'ailleurs toujours disponible sur le site donc TZ Conseil, la chaîne YouTube de TZ Conseil. Il nous avait été alors demandé lors de ce premier webinaire d'organiser un nouveau webinaire à l'intention des familles, des parents, des élèves. C'est ce que nous faisons donc aujourd'hui pour vous. Merci d'être avec nous. Donc à l'heure du confinement, de la continuité pédagogique et de l'école à la maison, des mots qu'on ne connaissait pas trop peut-être dans ce contexte-là, on sait que beaucoup d'institutions officielles, des écoles, des associations, tout le monde est très mobilisé. Les enseignants, les directions sont sur le pont tous les jours, vous le savez bien, et ils fournissent des contenus, ils adaptent leur pédagogie et essayent de préserver ce lien privilégié avec les élèves. Et il faut les remercier et leur rendre hommage aujourd'hui, comme on le fait aux soignants qui sont là pour nous aider au quotidien. Soyons patients, mais l'essentiel maintenant se passe à la maison, sur un temps encore incertain, entre des parents et des enfants. Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons essayer d'aborder avec vous un certain nombre de sujets liés à ce confinement et de ce qui se passe à la maison. Il ne s'agit pas d'une parole officielle, mais nous souhaitons partager avec vous un moment privilégié de conseils, de témoignages, d'échanges et de partage. Nous avons réuni pour cela 4 intervenants au parcours très divers dans le monde entier et nous les remercions pour leur disponibilité et leur engagement. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Pascal Vallée qui nous parle de New York. Pascal, hello. Pascal, on n'a pas de micro pour l'instant, le micro est coupé. Ah, hein. Voilà, ça y est, voilà. c'est parti. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, il y a un peu d'écho. Je vous accueille donc dans mon sous-sol. C'est un des conseils que je pourrais donner à tout le monde, que ce soit les parents qui travaillent à la maison ou les parents qui souhaitent soutenir leurs enfants qui travaillent à la maison, c'est de pouvoir localiser un endroit qui permet de se concentrer sur le travail. Et pour moi, ça a été le sous-sol. Donc, j'ai aménagé mon sous-sol. J'ai passé ces dernières semaines environ entre 10 et 15 heures sur l'ordinateur pour coordonner mon école. Merci, donc, Pascal. Je suis directeur du lycée des Nations Unies, de la section primaire. Nous avons fermé l'école il y a maintenant 2 semaines et demie. Et nous avions anticipé un petit peu cette fermeture d'école en essayant de mettre en place un plan d'enseignement à distance. Et donc, c'est dans ce sous-sol que je coordonne cet effort. Alors, mon intervention aujourd'hui, c'est le terrain, la perspective d'un directeur d'une école et la relation avec laquelle je souhaite pouvoir, sur laquelle je souhaite pouvoir compter avec les familles avec qui je travaille, et des familles qui sont très très diverses, comme peut-être beaucoup de familles des écoles dans lesquelles vos enfants sont scolarisés. Dans notre école, on a environ 120 nationalités, donc beaucoup d'arrière-plans éducatifs très 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 différents, et donc pas forcément évident de pouvoir mettre en place un plan qui puisse satisfaire les besoins de tout le monde. Donc les quelques conseils que je pourrais donner dans l'école, c'est de travailler sur la transparence. Et la transparence, ça veut dire une Pascal, il ne faut pas démarrer tout de suite, on est simplement à la présentation. Je suis désolé. Avec toutes mes excuses. Voilà, merci. Donc, on est à la présentation, on ira un petit peu plus loin après. Voilà, désolé Pascal. Donc, je donne la parole pour la présentation, uniquement la présentation pour l'instant. Je donne la parole à Viviane Salah.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Viviane Salin, je suis à Singapour, je suis installée depuis 2006 à Singapour avec mon mari et mes 2 enfants. Nous avons cofondé le groupe La Petite École, qui est un ensemble d'écoles bilingues à Singapour, Ho Chi Minh et Bangkok, donc 300 élèves sur ces 3 pays. Et je suis aussi la créatrice de l'application DragonWiz, qui est un jeu vidéo de calcul mental disponible sur l'App Store gratuitement. Très bien, merci beaucoup. Donc, je donne maintenant la parole. Nous partons en Alsace après Singapour, donc tout de suite, et New York tout à l'heure. Nous allons maintenant en Alsace pour se présenter. Rémi Perla. Bonjour, donc moi j'appelle Rémi Perla, je suis papa aussi de 2 enfants. Je suis aussi le créateur d'Epopia, donc une maison d'édition d'une aventure par courrier postal où les enfants reçoivent des lettres à la maison et vivent une grande aventure et doivent répondre par écrit par la poste. Donc c'est utilisé par plus de 50 000 familles, 700 écoles, un peu partout dans le monde aussi. Et notamment à travers Epopia, on diffuse pas mal de contenu pédagogique, des fiches d'exercice. On a rédigé un guide pour les parents confinés. Voilà, on essaie vraiment d'accompagner les parents et les enseignants dans cette période difficile. Très bien, merci beaucoup. Nous passons maintenant la parole à… Un petit écho là, il faut réduire l'écho. Voilà, baisser le son peut-être un peu du haut-parleur. On t'écoute. Non, on t'entend plus là. Non, on ne t'entend pas. On n'entend pas. Ça y est, c'est bon là, c'est bon, vas-y. Là, c'est bon? Oui. Oui, Étienne Duménil, bonjour, pardon. Psychologue clinicien à Paris, intervenant pour la société Eutelmed, donc une plateforme de téléconsultation, donc c'est vraiment d'actualité ça, qui réunit des professionnels de santé, des psychologues, des médecins, dans votre langue et dans votre culture. Voilà, ravi d'être avec vous. Très bien, parfait, merci beaucoup. Donc, je vais vous donner un petit peu les règles de fonctionnement de ce webinaire. Et donc, ça va être très, très simple. Ah, pardon, j'ai perdu le son, l'image moi aussi. Voilà, je la remets. Allez, voilà, c'est ça. L'image s'est coupée un peu pour moi. Allez, où est-ce que je suis? Vous m'entendez? Voilà. Voilà, très bien, excusez-moi, il y a eu une petite perturbation. Les lignes sont un petit peu compliquées à activer en ce moment. Hein. Voilà, donc, alors, pour vous dire simplement, à ce stade-là, nous, on va faire, il y aura 4 interventions de 7 à 8 minutes. Ensuite, vous pouvez poser vos questions. Vous avez donc là un chat, vous pouvez poser vos questions. Allez-y, là, il y a plus de 91 personnes qui sont actuellement sur le chat, 90, 91, donc on va pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. On va commencer, si vous voulez bien, tout de suite par le premier intervenant, donc c'est Pascal Vallée qui avait pris un petit peu d'avance. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous faire ta petite déclaration et présentation? Absolument, voilà. Il y a encore de l'écho. Allez, vas-y. Bien. Donc, j'ai quelques petits problèmes techniques et ça fait partie aussi des challenges auxquels on fait face. Il y a un petit peu d'écho chez moi, donc j'espère que ça va fonctionner maintenant. Oui. Voilà, donc comme je disais, je suis directeur d'une école, donc je vais parler avec beaucoup d'humilité au nom d'un directeur d'école. Beaucoup d'autres personnes connectées ici pourraient éventuellement être directeurs d'école et avoir leur propre réalité. Donc, ce que je vais partager avec vous, c'est ma propre réalité. Donc, sur les conseils que je peux donner un petit peu au niveau des familles, c'est de pouvoir vraiment travailler sur cette relation avec les écoles dans un moment qui est un moment assez unique, assez spécial, pour lesquels beaucoup ne sont pas forcément préparés. Le premier point que je mets en avant, c'est la question de la transparence. Donc, une bonne communication entre les écoles et les familles, et ça va dans les deux sens. On est dans une période de crise, on a des périodes de frustration, on est en difficulté. Certaines familles sont dans des situations peut-être plus simples que d'autres, et donc travailler sur une bonne communication dans les deux directions entre les écoles et les familles, c'est quelque chose qui va être très important. Et cette transparence, cette communication a pour but de travailler sur la collaboration. Alors pour ma part, je suis directeur d'une école primaire. Je travaille avec des collègues qui sont également en charge du collège et du lycée dans notre établissement au lycée des Nations Unies. Le partenariat au niveau du primaire est sans doute encore plus important puisque l'autonomie des élèves sur les outils technologiques que l'on peut proposer d'utiliser n'est pas garantie au même titre qu'un élève du lycée. Donc ce partenariat
partenariat avec les familles est très important et ça a été le cœur de notre plan d'enseignement à distance, de mettre en avant ce partenariat et de travailler avec nos familles, de les informer sur quelles sont les attentes, quels sont les rôles et responsabilités. Alors, on pourra partager un lien plus tard avec vous sur notre plan à distance qui met vraiment en avant ces différents rôles et responsabilités. Un des points sur lesquels je travaille actuellement, c'est créer des relais aussi pour faciliter la communication, pour faciliter les retours des uns et des autres, essayer de créer des relais. Alors, ce que je mets en place actuellement, c'est des parents délégués pour chaque classe. Donc, on a 25 sections au niveau du primaire, donc 25 classes. Et pour chacune des classes, on a identifié un parent qui serait notre représentant et qui pourrait permettre de faire le lien entre les familles et la direction de l'école, afin de pouvoir vraiment centraliser l'information et ne pas être dans une réaction aux commentaires, aux retours, aux critiques, aux frustrations, mais plus avoir une vue d'ensemble d'où se situent nos familles, où se situent nos enseignants et comment est-ce qu'on peut créer un plan qui va permettre à chacun de s'y retrouver. Lié avec ça, avec cette création de relais et de pouvoir récolter des informations, l'idée derrière, c'est de faire évoluer un modèle. Le modèle que les écoles mettent en place aujourd'hui, c'est un modèle qui est pensé en dehors de la pratique, puisque les écoles n'ont sans doute jamais été confrontées, ou peu d'écoles ont été confrontées à ce type de situation. Et donc, on met en place un modèle théorique qu'on confronte avec la réalité. Donc, nous, après 2 semaines de confrontation avec la réalité, on est assez content du modèle qu'on a mis en place, mais en même temps, on s'aperçoit des limites et on s'aperçoit de la nécessité d'évoluer, notamment sur le long terme. Et donc, faire évoluer ce modèle-là, ça veut dire récolter des retours. Mon grand conseil que je donne aux familles, c'est d'éviter autant que possible de faire ces retours aux enseignants, notamment des enseignants qui travaillent dans des grandes équipes. Dans notre école, par exemple, j'ai une équipe de 80 personnes qui travaillent pour les élèves, des enseignants, des assistants d'enseignants, etc. Et les enseignants sont là pour mettre en place un protocole qui est décidé collectivement. Et donc, si les parents commencent à faire des retours auprès des enseignants pour leur demander des adaptations, ça va être très difficile à gérer pour les enseignants. Les enseignants ont pour mission d'enseigner aux élèves et de mettre en place ces protocoles, de faire des retours à l'administration. Les parents font des retours à l'administration et tous ensemble, on essaie de faire évoluer un modèle. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux familles, vraiment d'essayer de faire remonter cette information à la direction qui peut travailler avec les enseignants pour mettre en place de nouveaux protocoles. L'autre élément également, c'est les limites de la différenciation. Ça, c'est un élément sur lequel les écoles vont travailler. Donc, si vous avez des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui ont des besoins spécifiques, il faut vraiment rester attentif sur ces besoins-là, être en communication avec la direction de l'école et soutenir un effort collectif pour pouvoir mettre en place des stratégies pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Et ça, je pense que c'est un des dilemmes des écoles aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut différencier notre enseignement pour permettre à des élèves qui ont des besoins particuliers de s'y retrouver également. L'autre conseil que je peux donner aux familles également, que ce soit pour vous lorsque vous travaillez à distance, comme je le fais moi-même, ou pour nos enfants, j'ai 2 enfants qui sont en ce moment scolarisés à distance, c'est de créer des routines. Ces routines-là sont vraiment indispensables. Et dans les routines, je dirais, se lever à une heure précise, se brosser les dents, déjeuner, s'habiller comme pour aller à l'école, et se préparer, se mettre au travail, avoir des pauses, avoir des breaks, comme des récréations. On met en place à l'école, par exemple, on va mettre en place des récréations virtuelles pour permettre aux élèves de se connecter les uns aux autres et puis d'avoir un moment un peu plus fun dans la journée. Mais ça, c'est optionnel. Mais avoir des moments de récréation à la maison, c'est quelque chose qui est important. Et d'avoir vraiment ces routines. Ne pas chaque jour changer en fonction de notre humeur. Créer ces routines-là sur le long terme, c'est quelque chose qui peut être très rassurant pour les élèves et de pouvoir leur faire rendre compte aussi, on n'est pas en vacances, même si on ne va pas à l'école. On a travaillé également avec nos psychologues scolaires, et ça, c'est des documents qui sont disponibles sur notre plan à long terme, travailler sur des activités qu'on peut faire avec nos élèves, avec nos enfants, où on va aider à la maison, on va avoir des actes de ce qu'on appelle en anglais des actes de kindness, et essayer de repérer des domaines encore qui seront accessibles pour vous. Des domaines sur lesquels les parents peuvent s'appuyer pour construire ces routines et des habitudes que les élèves peuvent avoir à la maison. En conclusion, ce que je dirais pour toutes les familles qui sont là avec nous aujourd'hui, c'est on est une communauté et comme le dirait Molière, on est tous dans la même galère et on doit tous travailler collectivement. Ce qui est très
très tentant dans une situation comme celle-là, c'est d'exprimer nos frustrations et de s'opposer à l'école, ou l'école s'opposer aux parents, d'être dans une rivalité. Des rivalités qui existent en temps normal. Mais dans une situation de crise comme celle-là, on doit tous retrousser les manches et tous travailler ensemble. On est tous dans une situation unique. Je finirai par cette citation d'Henry Ford. C'est une citation que j'ai utilisée énormément dans mon école, qui travaille sur l'idée de mutual accountability, qui est un concept qui a été développé par les Nations Unies pour des questions économiques, mais qui est tout à fait applicable à l'éducation. Et c'est ce concept qui dit, enfin cette citation qui dit "Coming together is beginning, keeping together is progress, working together is success". Donc l'idée de commencer ensemble, c'est un début. De rester ensemble, c'est un progrès, mais de travailler ensemble, c'est un succès. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la pierre angulaire de tout ce que l'on doit faire aujourd'hui. C'est on est ensemble, on va faire des erreurs, on va avoir des difficultés, mais si on reste ensemble, on peut garantir davantage de succès que si on s'oppose. Très bien, merci beaucoup. Merci depuis New York. Donc, nous allons maintenant aller en Alsace. Donc, écoutez, Rémi Perla. Rémi Perla, est-ce que tu nous entends? Tout à fait. Merci Pas de Rémi. problème. Merci Rémi. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais donner un peu plus mon point de vue côté parent, vu que je suis d'abord parent. Et comment est-ce que justement, en tant que parent, on arrive à gérer ça au mieux sans essayer de trop recouper avec ce qui a déjà été dit. La première chose, c'est qu'on a tous des situations qui sont très différentes. On a des appartements ou des maisons. On a un nombre d'enfants différents. Il y en a qui télétravaillent et d'autres qui télétravaillent pas. On en voit passer derrière. Voilà. Et la première règle, c'est qu'en fait, quel que soit ce qu'on va faire, on va faire de notre mieux. Donc, il faut pas culpabiliser. Bien sûr qu'on va pas tout réussir, mais c'est pas grave. L'important, c'est de faire de son mieux et il faut pas culpabiliser. Voilà. Ensuite, effectivement, on reste des parents. On n'est pas des enseignants, donc on va pas faire le travail à la place des enseignants. On est en collaboration avec eux et il va falloir plutôt être dans une position de médiateur. L'enseignant se repose sur nous et donc on va être dans cette communication avec l'enseignant. Je ne retourne pas sur le fait qu'il faut créer un espace de travail à part et surtout pas laisser travailler l'enfant au milieu de sa chambre, au milieu de ses jouets, sinon il va jamais réussir à se concentrer. Fixer des plannings clairs, ça c'est clair aussi. Alors par contre, juste dans la communication, parce que comme on va rester un petit bout de temps avec nos enfants, c'est bien d'avoir surtout un mode de communication pour faire ça qui est bon. Notamment, par exemple, quand on parle de mettre un planning, le planning, on le définit le matin, enfin au début de semaine avec les enfants le valident. Donc ça, c'est important, ça fait qu'ils vont l'accepter et qu'ils vont pas être en résistance ensuite. Et par exemple, si on dit à 10 heures, c'est ton heure de travail, c'est ton heure d'école, à 9 heures, faut lui rappeler que dans une heure, ce sera à l'école. À 9h45, dans un quart d'heure, on s'y met. À 9h55, dans 5 minutes, on s'y met. Et là, vous verrez qu'effectivement, arrivé à 10h, l'enfant est dispo et il se sent pas frustré d'être bloqué dans son activité. Et donc, les choses se passent bien. Donc voilà, ça c'est important. Aussi dans les choses qui vont nous distraire, il y a naturellement la tentation très forte de l'écran. Je fais juste un petit laïus sur l'écran récréatif, la télé et le jeu vidéo ludique. Faut vraiment y faire attention parce que c'est pas, enfin, toutes les études montrent que c'est pas bon pour les enfants et qu'il y a beaucoup trop de temps d'écran récréatif. Là-dessus, il y a 4 règles d'or qu'il faut respecter. 1, ne jamais laisser tourner la télé en continu en bruit de fond. C'est déconcentrant au possible pour les enfants. Pas d'écran avant le début de temps d'école. Donc, on va essayer plutôt de faire ça en fin de journée parce que sinon, ils vont être surstimulés, ils vont avoir du mal après à se concentrer. Pas de temps d'écran juste avant le sommeil parce que sinon, ça trouble le sommeil et ça empêche de bien mémoriser ce qu'on a appris. Et puis, enfin, l'écran pas dans la chambre, mais dans un lieu en commun. Comme ça, il est sous contrôle, il n'est jamais fait tout seul dans son coin. Ça, c'est des choses importantes à avoir en tête pour ne pas que ça devienne vraiment trop impactant pour l'enfant. Ensuite, quelle posture prendre pour le parent dans cette position pas d'enseignant, mais de médiateur? En fait, on va avoir la légitimité de l'enseignant. C'est nous, on ne crée pas du contenu pédagogique, c'est l'enseignant qui le fait et qui nous le fournit. Donc, ce qu'on va être, en fait, on va bénéficier de sa légitimité, c'est bien, voilà ce que ton enseignant a demandé ce qu'on fasse, donc on va le faire pour l'enseignant, mais également, à la fin, on va le prendre en photo, on va l'envoyer à l'enseignant. Donc, l'enseignant verra ce qui a été fait. Et donc, ça légitime complètement tout le processus. Et par contre, il faut avoir conscience qu'on est parent. On n'est pas enseignant, donc ça veut dire que, notamment du point de vue de l'enfant, notre jugement n'est pas du tout le même et pour lui les enfants se construisent en grande partie à travers les yeux de leurs parents et donc ils ont une peur, il y a un vrai enjeu dans le fait d'être jugé et de décevoir ses parents qui n'est pas le même qu'avec un enseignant ou avec le reste de la société et donc il faut y être très très conscient que vraiment il y a une manière de faire qui doit être bien pensée. Alors par exemple, je vous donne, si un enfant rencontre des difficultés quand on est en train de travailler avec eux sur un point, on garde son calme.
On dit pas, mais c'est pas normal, t'es nul, t'es trop lent, ça devrait être facile. Parce que là, on est en train de lui dire qu'il est pas bon. On l'encourage, on lui rappelle qu'il a déjà passé, il y a déjà des enseignements qu'il a acquis et qui étaient difficiles et il s'en souvient et pourtant il les a acquis. Donc cela, c'est pareil, ça peut être difficile, mais on sait qu'il est capable d'y arriver. Valider souvent aussi que la consigne est bien comprise, que parfois c'est même pas forcément la notion à apprendre qui pose problème, mais c'est la manière dont c'est raconté, c'est la consigne. Donc il faut bien réexpliquer, essayer d'interroger pour voir où est le problème. Et si jamais la marche à gravir pour l'enfant est trop haute, on peut s'autoriser à la redécouper en plus petites tâches. Bon, là, normalement, ça c'est vraiment le travail de l'enseignant en amont. En cas d'erreur, donc quand l'enfant fait des fautes, ou se trompe, on va le valoriser d'avoir essayé parce que c'est bien. On va pas oublier qu'en fait, c'est dans les moments où on se trompe et où on se rend compte qu'on s'est trompé qu'on apprend. Parce que si on a toujours tout juste, en fait, on n'apprend rien. Le cerveau, il a besoin de voir cette différence entre ce qu'il avait prévu et ce qui arrive, et donc il apprend de cette différence. Donc l'erreur est normale et même nécessaire. Si on se trompe pas, c'est qu'on n'a rien essayé de nouveau. Donc il faut se tromper et c'est pas grave. Donc il faudrait dramatiser et il faut plutôt partager avec l'enfant un moyen d'identifier par lui-même qu'il s'est trompé. Est-ce que tu t'es posé, à ce moment-là, quand tu poses ça, tu t'es posé telle question? Si tu te poses telle question, tu peux te rendre compte que ça ne marche pas. Donc, on donne en fait plutôt des techniques à l'enfant pour essayer d'être autonome et de se rendre compte de comment ça peut fonctionner. Résister à la tentation d'apporter la réponse correcte, parce que naturellement, on voit que ça dure, que l'enfant va s'énerver, qu'à un moment ça va craquer, et on a envie de dire allez, on avance, je te le dis, mais non, il faut pas, il faut vraiment donner les règles, enfin plutôt les outils à l'enfant pour le découvrir par lui-même. Donc réexpliquer la règle, la consigne, partager les techniques de réflexion, comment vous, dans votre tête, vous faites le cheminement pour que l'enfant construise son propre cheminement, et en cas de blocage, ne pas hésiter à se retourner vers l'enseignant. A contrario, si l'enfant réussit, faut faire quand même attention. C'est pas l'enfant le plus intelligent du monde, parce que là, vous lui mettez une pression, et en tant que parent, l'enfant, après, il a qu'une peur, c'est de pas être à la hauteur de tout ce que vous avez projeté sur lui, et ça peut le bloquer, et ça peut être plus facile de se réfugier dans l'échec volontaire plutôt que de devoir affronter le fait de peut-être décevoir le parent. Donc, nos enfants, on les complimente pas sur le fait que c'est les plus intelligents du monde, on les valorise pour l'effort fourni, le chemin parcouru. C'est bien, c'était dur et tu as quand même réussi. Tu as réussi voilà, c'est ça, c'est vraiment les choses qu'on a fait, et donc on va valoriser le fait ce que tu as dit est juste, ce que tu as fait est bon, mais pas tu es bon, parce que ça, par contre, ça lui met une pression qui peut être bloquante. Et après, toujours sur cette notion de communication, en fait, au quotidien, parce qu'il y a ce temps de travail, mais il y a aussi toute la gestion au quotidien avec les enfants. On va quand même rester enfermé avec eux pendant des semaines et des semaines, pour en avoir conscience. Et la clé pour que ça se passe bien, c'est vraiment d'instaurer une communication apaisée le plus tôt possible. Et pour ça, il y a une technique simple, c'est d'écouter votre enfant. Si on écoute nos enfants, si on part du principe que ce qu'il dit en fait a du sens, on peut déminer 90% des problèmes. Typiquement, quand un enfant fait une colère, quand un enfant résiste, quand un enfant ne veut pas, il y a une raison derrière. Il y a une raison qui souvent est légitime, parce que souvent, en fait, on lui demande quelque chose que si on demandait à nos propres collègues ou si d'autres gens nous le demandaient, on ne voudrait pas. On dirait, quand on nous dit d'un coup, maintenant on y va, maintenant je suis occupé, je suis en train de faire quelque chose, on attend. Souvent, on nous dit aux enfants, maintenant on part. Non, et donc c'est normal, comme je disais avant sur les horaires, de prévenir en amont, ce qui fait que l'enfant se prépare. Et donc souvent, il y a une vraie crispation en amont. Donc écoutez la parole de l'enfant, et notamment, à chaque fois que l'enfant s'exprime, ne jamais le couper, aller jusqu'au bout. Si on a plusieurs enfants, moi c'est le cas chez moi, et du coup, quand les autres enfants souvent veulent parler en même temps, on dit c'est d'abord lui, ensuite ce sera toi. Il faut faire attention de respecter la règle tout le temps, mais en plus de tout le temps bien donner la parole derrière à l'autre. Et donc cette confiance du fait que quand on a quelque chose à dire, à un moment on sera écouté, fait que d'un coup les choses sont beaucoup plus apaisées. Et puis du coup, dans la communication, on va chercher la raison ensemble et on va aller chercher une solution. Et donc il faut être réceptif, prêt à entendre toutes les vérités, en tout cas les vérités de l'enfant, et aider à proposer des pistes. Et puis si l'enfant en fait part en colère et vraiment est devenu une boule de nerfs, ça crie, ça pleure, il y a une chose très simple, il faut arrêter de discuter, il faut juste prendre l'enfant dans ses bras, le serrer très fort. Et en fait, on l'aide à se recentrer, à contrôler sa colère. Tout tombe, en quelques secondes, tout est réglé, et d'un coup, on va pouvoir ouvrir le dialogue, et ça peut même finir sur une punition. Mais une fois que l'enfant s'est recentré et est calmé, en fait, même la punition peut être très bien acceptée. Et je conclurai, alors je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais voilà, je conclurai avec tout ça, l'intérêt, c'est aussi, il faut bien penser qu'on est en train de vivre une période exceptionnelle, tous ensemble, chacun avec nos enfants, et en fait, c'est aussi une occasion de passer un temps de très grande qualité avec nos enfants. Donc, profitons-en de mettre ces techniques en place pour pouvoir vraiment, on va créer des souvenirs pour toute notre vie,
pour les enfants, mais pour nous aussi, on tisse vraiment un lien qui est super fort. Et donc, je pense que c'est dans le malheur aussi un peu une chance d'avoir de pouvoir faire ça. Donc, profitez-en vraiment pour profiter de vos enfants. Merci, merci beaucoup, beaucoup Rémi. Donc voilà, c'était une intervention d'un parent, mais pas que d'un parent, visiblement. Nous allons passer maintenant la parole à Étienne. Étienne, c'est à toi, depuis Paris. Alors le son est pas très bon là. Ah, vas-y, appuie sur ton petit bouton comme tu l'as fait tout à l'heure. Vas-y. Vas-y, vas-y Étienne. Est-ce qu'on m'entend? Oui, vas-y, vas-y. Est-ce que c'est bon? Vas-y. C'est bon, on m'entend? Voilà, donc je commence. Bon, la pandémie du Covid-19 nous place dans l'extraordinaire, hein. Je pense que quand on s'est souhaité la bonne année, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer, hein. Et puis ça nous rappelle aussi des choses qu'on avait un petit peu oubliées, tout du moins en Europe, c'est que non, nous ne pouvons pas tout contrôler et que oui, nous continuons à être mortels. Donc un quotidien qui est modifié en profondeur et comme la nature n'aime pas le changement, notre première réaction, c'est souvent la peur. Parfois, ça va plus loin. Ça va sur des réactions primaires de repli sur soi, voire de panique, d'angoisse profonde. Ça, c'est le côté, j'allais dire, obscur de la force, hein. Mais côté lumière, s'offre à nous une occasion unique d'inventer de nouvelles solidarités, notamment en famille. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, parents et enfants, comment faire, que faire pendant le confinement? Et puis, vraiment vous donner un petit peu des clés à vous, parents, à quoi être attentifs, de quoi peuvent avoir peur les enfants selon leur âge. Voilà. Donc, mon premier point, c'est de dire que la situation est grave et que donc on fait de son mieux. Donc, on commence par accepter la peur. Je viens de voir que les Jeux Olympiques ont été reportés d'un an. Moi, je pense plutôt qu'ils ont été avancés parce que rester confiné à la maison avec les enfants, télétravailler, supporter son conjoint, bon, c'est une véritable épreuve que j'appelle, moi, confinement en équipe. Donc, ça nous invite à la patience et ça nous invite à la créativité. Moi, ce que je remarque, c'est que les plus jeunes enfants, ils se posent pas trop de questions. Le confinement, le Covid-19, c'est pas trop leur problème, hein. Donc déjà, c'est ce que je voudrais faire passer comme premier point. Et c'est ce que m'ont dit tous les enfants. Ils m'ont dit, mais en fait, cette situation, ça fait surtout peur aux parents. Nous, ça va, nous, on va gérer. Voilà. Et comme le disait Rémi Perla tout à l'heure, hein, il est interdit de culpabiliser. Voilà. Ça, on fait de son mieux. Deuxième point, on adapte son langage. On adapte son langage par rapport à l'âge de l'enfant. Donc, on part de ces questions et c'est pas nécessaire de le noyer sous les informations. Voilà. Adultes et enfants on parle pas le même langage. On partage les mots, mais on partage pas leur sens. Qu'est-ce que ça veut dire à 3 ans, coronavirus, confinement, contamination? Ça veut pas dire grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est partir de ce que l'enfant connaît et puis expliquer. Par exemple, dire « Ah ben tu sais, tu as déjà eu de la fièvre, tu as déjà eu des quintes de toux. » Voilà, on part vraiment de sa réalité à lui. On donne la parole à l'enfant et on l'accompagne de son mieux, pas à pas dans son cheminement. Je vous donne un petit exemple concret, hein. J'ai reçu hier en téléconsultation une famille paniquée par l'état de leur enfant de 5 ans qui arrête pas de faire des cauchemars. Et ils me disent, bah voilà, il a entendu Macron, le président de la France, dire qu'on est en guerre. Et depuis, il fait plein de cauchemars. Il a des vraies terreurs nocturnes. Bon, ok, donc je reçois l'enfant seul. Je lui demande un peu ce qui se passe. Et je me rends vite compte que ce qui lui a fait peur, c'est le mot de guerre sanitaire. Il a entendu guerre sanitaire. Il ne sait pas ce que sanitaire veut dire. Quand je l'interroge, il me dit « Oh là là, mais sanitaire, ça doit être une super puissante armée parce que ça a réussi à faire fermer l'école. Mon papa, il va plus au travail. Alors, sanitaire, c'est vraiment l'armée la plus puissante et j'ai peur qu'elle m'attaque la nuit. » Donc, une fois dégonflé ce mot, l'enfant a été rassuré. Voilà, tout simplement. Parfois, il y a comme ça des passages où entre enfants et parents, on ne se comprend pas bien. Alors, le Covid-19 au pays des petits. Hein, ce que je voudrais dire, c'est que si les enfants sont curieux, ils n'ont pas à tout savoir. Ils sont pas tellement traumatisés par la situation actuelle. Avoir papa et maman à la maison plus souvent, c'est assez génial pour eux. Pas aller à l'école, bon, en même temps, ça leur manque, mais c'est pas mal aussi. Donc, dans les grandes largeurs, vraiment, cette situation, c'est une angoisse d'adulte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent?
on se détend, on se déstresse, on gère ses émotions parce que les enfants, c'est des éponges à émotions. Et quand nous, adultes, on arrive à maîtriser nos angoisses, ça se passe bien pour l'enfant. Les petits-enfants, ils sont autocentrés. Hein. Ils vivent dans l'instant présent. Le temps, ils se décomposent en dodo. Alors, en dehors de leur monde quotidien, hein, leur famille, leur école, leurs jouets, il y a peu de choses qui comptent. Si vous essayez de l'asseoir le matin, votre enfant de 3 ans, en lui disant, bon, tu sais, il y a le coronavirus, on va faire un point, il va surtout vous dire, est-ce qu'il peut avoir des chocobons et où est sa tétine. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit. Donc, voilà. On embrasse ce défi paradoxal. Oui, c'est une situation exceptionnelle, mais on essaye de faire le plus possible comme d'habitude. Voilà. Ça va pas traumatiser vos enfants, ça va pas créer de peur associée, le confinement, le coronavirus. On utilise des mots simples, on part de ses préoccupations à lui, on crée des routines, ce que disait Pascal Vallet, surtout avec les plus petits, hein, des routines qui sont olfactives, sensorielles, visuelles. Voilà, on laisse pas trop longtemps les enfants devant les écrans. Hein, on s'arrange pour qu'il y ait toujours un adulte référent avec eux, autant que faire se peut. On n'achète pas du temps en mettant un dessin animé pour répondre à ses emails de boulot. Voilà. Quand les enfants grandissent, les choses changent un peu. Hein. Ils posent des questions. Pourquoi l'école a fermé? Pourquoi les gens ils portent des masques dans la rue? Pourquoi j'ai pas le droit de voir papy et mamie? Donc encore une fois, on part de leurs questions et puis on dit la vérité. Et ça pour une raison très simple. On décrit les symptômes de la maladie parce que c'est très important que votre enfant, si jamais il ressent ces symptômes, il puisse vous alerter. Voilà. On a le droit de dire qu'on ne sait pas. On a le droit de dire que ça fait un peu peur, qu'on est un peu angoissé par tout ça. Voilà, on a le droit de dire qu'on ne sait pas. Il faut réussir à garder un juste équilibre hein, entre la gravité de la situation et un discours qui serait alarmiste et qui, là, pourrait provoquer et ancrer des angoisses. On insiste sur les ressources disponibles afin de créer chez l'enfant un sentiment de sécurité. Par exemple, de dire, tu sais, tu vas plus à l'école parce que le virus, il est très contagieux, mais t'inquiète pas, tu vas retrouver tes copains, la maîtresse, elle pense à toi. Voilà. Premier point. Deuxième point, on suscite l'adhésion des enfants aux gestes barrières. Pour cela, il y a une palette infinie de jeux créatifs. Hein. On peut jouer avec les Lego, on enferme un petit personnage dans une maison, on mime les émotions, on peut faire dessiner le méchant virus, on propose une activité manuelle avec des paillettes afin d'expliquer visuellement comment le virus se transmet. Voilà, j'avance un petit peu avec le Covid-19 au pays des enfants donc de 7 ans à peu près à la fin du collège. Donc là, c'est important de mettre du sens aussi sur la situation. Moi, ce que je remarque, hein, parce que je suis en contact avec les écoles, c'est qu'il y a des gestes graves qui ont été posés, notamment au collège, avec l'ostracisation d'enfants d'origine asiatique. On disait que c'était de leur faute. Il y a des collégiens qui se toussaient à la figure en disant « Ah bah tu vois, tu as le coronavirus », des brûlures graves provoquées par l'inflammation des gels hydroalcooliques. Donc, ça a été très important que les adultes mettent un stop à tout ça. Et puis aussi, démêlent le vrai du faux avec les fake news. Ça, c'est vraiment la responsabilité de l'adulte que de bien mesurer ce que l'enfant a pu entendre au collège et la réalité. Voilà. J'insiste sur un point. Ça les place dans une position vraiment particulière, je dirais les enfants du collège, parce que à la fois, c'est vraiment une position de toute puissance. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah bah nous, on va pas mourir. On est plus fort que les adultes, mais on peut faire mourir les adultes. » Voilà. Donc, moi, je peux continuer d'aller au skatepark avec mes potes parce que je ne crains rien. Mais à la fois, ils sont très angoissés. Ils sont très angoissés par le fait de contaminer les gens qu'ils aiment. Alors, c'est très ambivalent ça. Entre toute puissance et impuissance. Voilà, j'étais récemment avec un collégien qui fugue la nuit, qui arrive vraiment pas à tenir le confinement. Il a fallu en passer par le fait de « Mais est-ce que tu l'aimes ton grand-père ?» Il se trouve qu'il aime très fort son grand-père et qu'il est allé lui faire les courses, et c'était très gentil, et qu'il était dans une angoisse pas possible d'avoir contaminé son grand-père et donc de l'avoir tué. Il a vraiment fallu faire redescendre tout ça en insistant sur le fait que c'était bien, c'était un bel acte,
que d'être allé faire les courses pour son grand-père. Et maintenant, je conclue un petit peu avec le Covid-19 au pays des lycéens. Donc, tout à l'heure, là, juste avant d'être avec vous, j'étais avec un lycéen. Je lui ai dit, tu sais, je dois parler là par rapport au tout ça, le confinement. Est-ce que tu as un truc à me dire? Il me dit oui. Alors, vous allez leur dire 3 trucs. De un, vous allez leur dire, les parents, faut vous déstresser. Hein, on va pas tous mourir et vous n'allez pas tous perdre votre job. Voilà. En 2, vous allez leur dire, vous arrêtez de vous crier dessus, les parents, parce que là, il y a un vrai défi de couple pendant le confinement. Vous pouvez peut-être divorcer, mais nous, on peut pas divorcer de vous. Donc, vous vous détendez. Puis troisièmement, voilà, nous, on n'a plus la possibilité de faire des choix sociaux. Il y a une vraie perte d'autonomie là pour les ados. Ils peuvent plus aller voir leurs petits copains, leurs petites copines. Ils sont enfermés avec les parents à un âge où ils ont envie d'être ailleurs. Donc, on est un peu tolérant. On baisse les exigences. C'est vrai, ils sont pas en vacances. L'école à la maison, c'est une réalité et les profs et les écoles font un super boulot pour assurer une continuité pédagogique. Mais voilà, c'est pas la même chose quand même. Cet épisode, il peut être très anxiogène, notamment pour les grands ados qui ont des concours, qui passent le bac. Voilà, donc c'est surtout ça leur préoccupation. Merci Étienne. Ok, super. Et donc voilà, donc vous mettez pas trop la pression, ça va bien se passer et profitez de vos enfants. Voilà, merci Étienne. Donc on a fait les 3 quarts à peu près des interventions, c'était très gentil. On va continuer, on va partir après New York, après l'Alsace, après Paris. Donc nous partons maintenant à Singapour. Bonjour Viviane. Bonjour à tous. Donc moi je suis à Singapour et donc je suis la dernière à parler. Je pense qu'il y a déjà eu de très bonnes interventions et beaucoup de pistes apportées avec des méthodes pédagogiques et des réflexions vraiment déjà très intelligentes. Moi j'aimerais juste refaire baisser un petit peu la pression et vous faire dédramatiser, vous faire déculpabiliser parce que c'est un moment qui est difficile. On n'a jamais été aussi proche de nos enfants, on n'a jamais été aussi proches tous ensemble en famille, alors que ce sont des moments qu'on parfois désiré d'avoir plus de temps avec nos enfants, avec notre conjoint, dans la cellule familiale. Et maintenant qu'on a ce temps tous ensemble, qu'on n'a jamais été aussi proches, eh bien on est un petit peu démunis, on est en panique, on peut se retrouver comme ça angoissé, comme on dit les autres intervenants. Moi, en tant que maman de 2 enfants, ils ont 10 ans et 12 ans, j'ai voulu apporter dans ma réflexion entrepreneuriale, la question que je me suis posée, c'était comment faire pour dédramatiser le rapport aux écrans, parce que je suis une maman et je n'ai pas envie non plus que mes enfants passent un temps fou sur les écrans. Or, la tentation, dans des moments, voilà, pour les distraire, on va avoir envie de leur donner un peu pour s'en débarrasser, prends la tablette, prends le téléphone. Je pense qu'on peut maintenant essayer d'explorer une nouvelle relation aux écrans, une nouvelle relation à ces outils et faire feu de tout bois. Là, je pense que c'est le moment de tout essayer et justement de se faire plaisir et de découvrir même pour soi de nouvelles choses auxquelles on ne s'attendait pas et de découvrir en famille de nouvelles façons de s'occuper. Alors, les autres intervenants ont déjà bien expliqué les divers outils pédagogiques, le lien avec l'école, comment gérer ses émotions, etc. Moi, j'aimerais juste mettre en avant quelques fonctionnalités des outils numériques autres dont on n'a pas encore parlé, comme par exemple garder le lien social, donc un outil de communication, utiliser ces tablettes, bien sûr, encourager les enfants à appeler leurs amis, leurs grands-parents, à utiliser les messageries. Donc, les messageries, on peut s'asseoir à côté de l'enfant et l'encourager à écrire des textos, des messages à ses grands-parents. Donc, c'est un exercice quand on est en primaire d'orthographe, de vocabulaire, d'expression. Voilà, donc ça c'est une façon. Une autre façon, c'est d'utiliser ces tablettes comme une fenêtre sur le monde. On est enfermé, on ne voit pas grand-chose à part notre petite rue, notre petit jardin. Et utiliser ces tablettes pour voyager. Alors il y a beaucoup de sites maintenant qui permettent de le faire. Il y a des visites de musées gratuites, il y a des documentaires de voyage. Voilà, c'est le moment de rattraper un peu tout ce qu'on peut faire, de voyager depuis son canapé, de s'intéresser au monde, de l'explorer à travers cet écran. Mais toujours, bien sûr, sous la surveillance du parent. Ça peut être aussi un outil d'interaction et de compétition. Il y a des enfants qui ont besoin de ça,
maintenant qu'ils se retrouvent dans la cellule familiale, ils n'ont plus leurs petits copains pour faire la course, pour jouer au foot, pour être en émulation. Or, on peut peut-être utiliser ces outils et ces jeux que les enfants aiment pour faire partie d'une grande compétition. Alors, s'intéresser, comme le disait Rémi, à ce que font les enfants, se mettre à côté d'eux et voir ce qui, justement, leur procure tant de plaisir, qu'est-ce qui les accroche, qu'est-ce qui les attire dans ces jeux. Et pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une compétition de, je ne sais pas, de Minecraft, de Fortnite, de Dragonwiz, l'application de calcul mental que j'ai créée. On peut, entre parents, entre frères et sœurs, monter un tournoi parce qu'on est là sur la distance. Il va falloir durer. Ça va durer plusieurs semaines, on ne sait pas combien de temps. Mais c'est le moment d'utiliser ce temps de compétition olympique pour essayer d'utiliser au mieux ce temps. Alors ça peut être des tableaux de compétition, enfin utiliser tout ce que vous pouvez dans ces outils pour créer un peu de joie et de légèreté. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ces outils numériques que les enfants connaissent, ce sont les applications créatives. Donc c'est très intuitif. Vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de découvrir peut-être avec vos enfants les fonctionnalités de TikTok, d'Instagram. Faites des vidéos, enregistrez-vous, faites des sketchs ensemble, des karaokés, des petites chansons, faites tourner, faites-vous rire les uns les autres. Je pense que c'est le moment de se lâcher, d'être un peu fou, de laisser passer sa fantaisie, d'être créatif, d'être artistique. Voilà, on ne s'est jamais autant ennuyé ensemble, donc c'est peut-être le moment, je sais pas, de faire le film de famille et de faire un petit court-métrage tous ensemble. Voilà. Encourager les enfants aussi peut-être à découvrir des applications de coding ou d'apprentissage des langues ou d'apprentissage du piano. On peut essayer, on a le temps, on va pouvoir explorer ensemble. Pourquoi pas se mettre au mandarin tous ensemble en famille? Pourquoi pas apprendre le piano avec Simply Piano? Voilà. Après, dans le côté ludopédagogique, on a un directeur à Ho Chi Minh qui a créé une plateforme qui s'appelle Brackenhold, qui comporte 36 jeux bilingues de la maternelle au cycle 3. Je pourrais faire passer. Voilà. Donc, associer l'enfant aussi, c'est important. Associer l'enfant à ses choix. Plutôt que de laisser seul devant sa tablette ou lui donner un documentaire, une visite de musée, vraiment, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble aujourd'hui avec cet outil? Est-ce qu'on va créer quelque chose? Est-ce qu'on va s'instruire? Est-ce qu'on va rêver? Est-ce qu'on va imaginer quelque chose? Est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'on va se faire un Zoom avec 30 personnes? On va retrouver la classe, on va retrouver les cousins-cousines, on va retrouver les oncles et tantes dans le monde entier. Voilà, donc je pense qu'il faut essayer, c'est le moment créatif. Oui, Très bien, merci. Oui. Voilà, il y a plein de choses à dire, on n'a pas fini, donc voilà, donc je reprends un tout petit peu la main, mais pour quelques minutes uniquement, enfin quelques secondes uniquement, pour vous dire que donc les 4 interventions sont terminées d'une manière un peu formelle. On voyait un petit peu de monde derrière Rémi. Bonjour la famille. Je vais simplement vous dire la chose suivante. Nous avons donc le chat. Vous pouvez y aller, poser vos questions, ça va être le moment. Vous avez aussi la possibilité de poser des questions. Alors, le chat, donc le clavardage, comme on dit chez les Canadiens, mais les questions, c'est des questions plus privées. On ne répondra pas aux questions plus privées, disons là aujourd'hui, mais on y répondra par la suite. Donc, vous inquiétez pas. Le chat, c'est pour des réponses en direct tout de suite. Par contre, la partie question, vous pouvez la formuler de manière plus complète et on y répondra, on prendra le temps dans les jours à venir d'y répondre. Voilà, maintenant, si vous permettez, je vais un petit peu laisser la main à Pierre Alban qui est déjà intervenu et que je n'ai pas présenté au départ et c'était pas très gentil. Le voilà, il arrive, mais disons, c'est notre monsieur loyal pour cette deuxième partie. Donc, il a déjà répondu sur le chat à des interventions. Je vais lui laisser la main parce qu'il a suivi toutes vos questions très attentivement et il va donc maintenant intervenir. À toi, Pierre Alban. Merci Patrick. Bonjour à tous, je suis Pierre Alban, je suis directeur export chez LDE. Nous sommes le premier libraire scolaire en France, à la fois sur les livres papier et les ouvrages et ressources pédagogiques numériques. J'ai écouté comme vous les interventions de mes camarades et j'ai observé toutes vos questions. Je vous propose de revenir peut-être sur la première question, celle de Philippe Pradel, qui pose la question de la communication entre l'école et les parents, des outils, des protocoles et de ce qui peut être mis en place. Pour cette question, je me tourne vers Pascal, qui est le premier d'entre nous à avoir essayé des outils et des protocoles.
Bien, effectivement, dans le plan de distance à long terme qu'on a mis en place, alors j'ai partagé le lien aussi sur le chat à un moment donné. L'élément de communication était très important. La communication entre les enseignants et les élèves, la communication entre les enseignants et les parents, la communication entre l'école et les enseignants, et la communication entre l'école et les parents. Et donc tout ça, on a essayé d'anticiper et on le fait évoluer au fur et à mesure. Un des éléments très très importants pour nous, ça a été de construire encore des routines de communication avec les enseignants. On est dans un autre mode de communication, donc on a mis en place tous les jours, on a questions et réponses avec le directeur et l'assistant du directeur en ligne. On a en général 40 ou 50 personnes qui se connectent, donc c'est tous les jours à 2h30. On a une demi-heure de conversation, 45 minutes de conversation. On a mis en place tous les jours un soutien technologique en direct avec les enseignants, donc 2 technologies intégrateurs qui travaillent pour aider les enseignants. On a mis en place, on a continué ce qu'on appelle les faculty meetings, dans la réunion avec tous les enseignants. Donc on a une réunion avec 80 personnes sous forme de webinar, exactement comme ce qu'on a là, avec la possibilité aussi de donner la parole aux collègues enseignants qui s'étaient connectés. On a fait aussi une réunion avec l'ensemble de l'école, donc on avait 320 personnes afin de pouvoir aussi répondre à des questions et continuer à créer ce lien qui est absolument fondamental, absolument nécessaire. On a également quelques enseignants qui peuvent être un peu en difficulté ou qui ont été testés positifs. À ce moment-là, on a une communication un peu plus serrée avec eux lorsque cela est nécessaire. Et sur la communication avec les parents, c'est exactement ce que je définissais aussi avant. C'est avoir repéré des enseignants qui vont être des parents qui vont être parents relais. On va avoir une réunion d'information avec une vingtaine de personnes. Là, on est en spring break là, en ce moment, c'est notre vacances de printemps. Mais juste après les vacances, j'ai une réunion exactement sous ce forme de conférence, de vidéoconférence avec 25 personnes pour créer ces protocoles de communication. On va faire des enquêtes aussi auprès des familles pour repérer un petit peu les tendances. On a fait des enquêtes pour technologiques, par exemple pour les parents qui n'avaient pas tous les outils techniques à la maison. Donc tout ça, ça fait partie, c'est vraiment les fondations de tout ce qu'on veut faire, parce que si on veut pouvoir faire un bon enseignement à nos élèves en ligne, cet élément-là de communication va être absolument nécessaire. Et les élèves également. Alors il y a des commentaires sur les élèves qui sont aussi au niveau du lycée aussi, qui sont peut-être émotionnellement plus ont un manque de relations, etc. On met en place des moyens de communication pour les enseignants, pour les élèves, pour qu'ils puissent continuer à interagir avec les outils technologiques qu'on a. Donc tout ça, cet élément de communication est bien sûr fondamental. Merci beaucoup. Cette question de la communication est évidemment principale et extrêmement complexe. Monsieur Debert, le directeur général de la MLF, le disait encore hier dans un message adressé aux parents d'élèves. L'autonomie de l'élève se fait notamment grâce à ces interactions qu'il a avec ses camarades et qui l'aident à grandir. L'école, bien sûr, a un rôle à jouer et doit mettre en place des protocoles. Quelle est la place lorsqu'on est le parent, et là je me tourne peut-être vers Étienne qui pourra nous donner des conseils et donner des conseils aux parents que nous sommes, quel accompagnement les parents doivent donner pour la communication, pour favoriser la communication chez les enfants les plus petits qui ne savent pas appeler leurs amis, et comment est-ce qu'on doit limiter peut-être ou favoriser auprès des plus grands qui sont déjà rompus à l'exercice? Alors oui, c'est une bonne question. Donc ta question, c'est comment on fait avec les plus jeunes? Absolument. Alors, moi j'ai un exemple très concret. On a mis en place sur la ville dans laquelle je suis une chaîne de solidarité où en fait c'est les plus jeunes qui font des dessins, on s'est mis en lien avec les personnels des EHPAD, donc c'est là où il y a les personnes âgées qui elles n'ont même plus le droit d'avoir de visite. Et donc chaque jour les enfants font un dessin, font une parole aussi. Et tous les jours, c'est montré aux personnes âgées qui, elles, renvoient des dessins. Et donc, il y a une vraie communication qui se fait. C'est pas parce qu'on est tout petit qu'on peut pas faire du sens et faire du lien à travers cette situation qui est exceptionnelle. Mais encore une fois, les tout petits, faut pas leur prendre la tête avec tout ça. Ils se rendent pas trop compte. Voilà. Je tourne peut-être la question vers Rémi. Est-ce que chez Epopia, vous recevez tous les jours des dizaines ou des centaines de courriers d'enfants qui parlent à leur alter ego imaginaire? Est-ce qu'ils racontent aussi ce confinement, cet isolement dans lequel ils se sont peut-être? Avec un micro.
Là, je suis pas. C'est bon, On va c'est pas. bon. Ouais. Ouais, donc on reçoit bien 100 à 200 lettres par jour d'enfants et bah, là maintenant on commence à recevoir des lettres qui sont post première semaine de confinement. On a notamment parfois on a des personnages qui, parce qu'on essaie de tisser du lien avec eux et notamment de bah, là, du coup dans les sujets qui les touchent, on a des personnages qui partagent leurs peurs avec leurs enfants et qui demandent du coup toi quelles sont tes peurs et on a maintenant des enfants qui nous disent moi j'ai peur du coronavirus. Clairement, ça c'est des choses qui ressortent aujourd'hui. On a aussi à contrario des enfants qui parce que ils ont ce temps de confinement qui leur donne un temps un peu plus démesuré, qui vont prendre leur lettre, qui vont écrire une belle lettre, mais qui vont après la coder entièrement, caractère par caractère, dans un autre alphabet ou dans un autre code. Et donc, on se retrouve avec des trucs où après, il nous faut une demi-heure pour essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'enfant. Donc là, ça, c'est des choses qu'on voyait moins avant. Merci. Je rigole et du coup, ça fait la transition avec un élément dont on a parlé pendant nos préparations. En fait, on s'est amusé, on a fait un certain nombre de blagues et on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de traits d'humour qui sortent autour du coronavirus. Viviane, vous en avez parlé un petit peu du fait de s'amuser avec ses enfants. Question que je pose d'abord à Viviane, mais ensuite qui veut pourra répondre. Dans quelle mesure l'humour peut aussi être un moyen d'extérioriser et d'extérioriser ses peurs et de les accepter? Je pense que c'est très personnel comme question. Chacun réagit à la peur comme il peut. Mais c'est vrai qu'en famille, je pense que il faut utiliser si on peut, ça fait descendre la pression d'un coup, plutôt que de monter dans les tours, de s'énerver, d'exprimer sa frustration dans la colère, dans la tristesse, dans le repli. Je pense que le rire permet de faire baisser la pression et fédérateur. Et voilà, donc de toute façon, il ne reste plus grand-chose. Quand il ne reste plus grand-chose, il nous reste le rire. Et que voilà, j'encourage vraiment à découvrir des choses dont on se sentirait pas capable. Moi, par exemple, je viens de découvrir TikTok avec ma fille et en fait, je trouve ça super, je trouve ça très drôle. Voilà, ça fait passer un peu de temps, c'est léger, c'est agréable, mais il y a plein d'autres choses. Évidemment, je dis ça comme ça, mais amusez-vous. Est-ce que Étienne peut-être a quelque chose à dire sur l'humour comme possibilité d'exutoire? L'humour, c'est essentiel. L'humour, c'est ce qui permet justement de mettre du sens, de prendre de la distance, de dédramatiser. Et là, c'est super d'essayer d'inventer en famille. Moi, franchement, ça me fait du bien de retrouver sur WhatsApp les dernières blagues sur le confinement. Je trouve que chacun est très créatif et puis surtout, l'humour, ça peut être intergénérationnel. Donc, c'est une façon de faire du lien avec les plus petits. Super important. Si on est capable de rire, ça veut dire qu'on va bien. Merci. Je reprends. Effectivement, on a eu dans le fil du chat un certain nombre de propositions, de conseils et de gens qui enrichissaient ce que disait Rémi, ce que disaient les uns et les autres. D'ailleurs, je suis là sur les préconisations pour les lycéens pour poser des règles et les respecter aussi bien nous que eux. C'est vrai que les lycéens sont un public de presque adultes et on imagine qu'ils ont peut-être des inquiétudes qui sont presque les nôtres. Je vois aussi beaucoup de créativité. On le voit sur ce chat et on le voit de façon générale. Tout le monde est très créatif. On voit des défis de partout pour qui va faire un château fort avec ses canapés, qui va faire des apéros entre collègues à 18h et à distance. C'est un moment qui permet aussi de libérer les créativités. Est-ce que vous ressentez ça aussi depuis l'école, Pascal ? Petit problème de son, est-ce que tu peux répéter la question? Oui, je demande, est-ce que depuis l'école, vous ressentez aussi un apport de créativité de la part des élèves ou des enseignants qui vont vraiment tester des choses complètement différentes ou proposer des nouvelles choses? Voilà. Pascal, j'aimerais que tu parles aussi de tes fameuses récréations virtuelles en plus. Oui. Alors, je crois que cette idée de la créativité, oui, on le voit. Alors, il y a par exemple un collègue, Philippe Pradel, qui met un exemple de l'utilisation du Padlet. C'est ce qu'on a fait aussi chez nous. On a le niveau des CE1 chez nous, le Grade 2, qui a mis en place ce Padlet. Donc, on voit
émerger de nouvelles solutions, parce qu'encore une fois, les protocoles qu'on a mis en place n'étaient pas confrontés à la réalité. Maintenant qu'on est confronté à la réalité, on fait évoluer les protocoles. Ce qui est vraiment important ici, c'est ce que j'ai dit aux collègues lorsque je les ai rencontrés la dernière fois, lorsqu'on avait cette réunion avec 80 de mes collègues du primaire, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aussi mettre en place, comment est-ce qu'on va pouvoir être créatif, mais sur le long terme. Parce que si les écoles restent fermées sur le long terme, il faut pas non plus brûler toutes les étapes. Il faut pas brûler toutes les ressources trop vite. Il faut mesurer l'engouement et toujours avoir un bon niveau d'engagement des familles, des élèves, des enseignants. Si on fait tout dès le début, on va se brûler les ailes. Ce que disait Patrick là, c'est qu'on a une des choses qu'on a pu repérer assez rapidement, c'est l'isolement social, émotionnel de nos élèves. Et donc la question de créer des récréations virtuelles, c'est quelque chose qui s'est posé à nous. On a travaillé avec Zoom récemment pour essayer de multiplier tous les comptes qu'on a dans nos écoles, etc. Et la possibilité de créer avec les breakout rooms que Zoom propose dans l'option entreprise, de créer des récréations. On peut séparer les élèves en petits groupes. Donc, par exemple, on a les teacher assistants ou les playground supervisors, donc les personnes qui supervisent des récréations, qui sont en charge de ce projet-là. L'idée, c'est on met en place toutes les récréations pour tous les niveaux. Les élèves se rejoignent, on a des petits jeux, on les sépare en petits groupes, par exemple des petites énigmes mathématiques, on les sépare en petits groupes, ils vont chercher, ils reviennent, ou ils peuvent proposer leur petits jeux, ou ils peuvent aussi converser, etc. Donc ça fait partie d'une des idées qu'on a eues, mais toutes ces idées-là, il faut pouvoir les centraliser et puis il faut pouvoir les diffuser aussi sur le long terme. Parce que pour moi, l'enjeu, c'est vraiment l'essoufflement. L'essoufflement à la maison, l'essoufflement des parents qui doivent aussi travailler avec leurs élèves, l'essoufflement des élèves, et comment est-ce qu'on va pouvoir réinventer doucement, régulièrement leur routine et leur réalité. Pierre, merci beaucoup. En effet, c'est vrai qu'on est encore au tout début de cette situation et pour l'instant, on voit un afflux de demandes de créativité. On s'est tout petit peu posé la question il y a 10 jours de ce qu'on allait faire de nos enfants. Aujourd'hui, dans l'ensemble, on se pose plus la question. Ils sont presque plus sollicités que nécessaire. Et on ne s'ennuie pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment tout le monde pourra tenir la distance? Comment est-ce qu'on va continuer à être créatif et à être entraîné dans toutes ces activités? C'est un vrai sujet. Je vous propose, puisque nous arrivons au terme de l'heure qui nous était impartie, de faire un dernier tour en reprenant peut-être dans le sens inverse des interventions. Donc Viviane, si vous voulez nous dire un dernier mot de conclusion. Alors, micro, attention, voilà, le micro, c'est bon. Voilà, oui. C'est parti. Non, mais bon courage à tous. Et puis, envoyez-nous vos vidéos, vos sketchs, vos chansons, toutes vos petites créations. Envoyez-les-moi, ça me fera plaisir. Faites passer le message et puis voilà, bon courage. C'est ce que j'ai à dire. Merci. On continue. Pierre Alban. Merci Viviane. C'est donc au tour d'Étienne de nous dire peut-être un dernier mot. Oui, ravi d'avoir été avec vous. Bon courage à tout le monde. J'insiste aussi sur le fait que, en tout cas à Paris, on est à peu près une semaine de confinement. C'est là que ça va devenir un peu difficile, hein, parce que là c'était nouveau, c'était extraordinaire. Là, si on reprend la courbe du deuil aussi, que vous devez connaître, voilà. C'est à ce moment-là, on va rentrer dans le dur, deuxième, troisième semaine, l'étouffement, voilà, faut que chacun fasse attention. Laissez vos enfants être des enfants, vous les parents, faites votre boulot de parents et soyez indulgents. Voilà. Merci beaucoup. Je vois encore un certain nombre de réactions. Oui. Effectivement, soyons indulgents, ne surchargeons pas nos élèves, continuons à être créatifs. Rémi, tu t'y connais en matière de créativité? Non, après, comme dit, les enseignants donnent déjà beaucoup de contenu, donc reposez-vous déjà dessus. Même d'ailleurs, les enseignants, nous, aujourd'hui, nous donnent, en plus des devoirs, plein de propositions de choses à faire. Et puis après, en ligne, il y a tellement de choses à faire. Il y a l'entourage, appelez vos proches. Vraiment, c'est une période où il y a beaucoup de sollicitations. Et je pense qu'effectivement, faut tenir non pas le sprint, mais dans la durée. Donc, gardez-en aussi un peu sous la main pour la suite et puis profitez. Merci. Je vois que s'ennuyer, c'est très constructif aussi. Pascal, j'imagine que vous rêvez de vous ennuyer un petit peu ces temps-ci? Je m'ennuie un petit peu aussi.
J'ai construit une énorme boîte en bois pour mettre tout mon équipement de la piscine. J'ai repeint pas mal de choses dans la maison, donc je m'ennuie et je m'occupe. Et c'est la même chose pour ma fille, elle s'ennuie, elle s'en occupe. Pour moi, le mot de la fin sera, je crois que ce qu'on peut voir s'exprimer à travers le chat ici, c'est cet esprit de collaboration, de soutien. Qu'il faut réussir à maintenir. On va faire face à de l'adversité, on va faire face à des nouvelles qui nous arrivent de la part de notre communauté, avec peut-être des conclusions qui peuvent parfois être un peu tragiques. Et donc rester ensemble, rester solidaires, collaborer, partager des ressources, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et moi, je suis ici pas en portant une bonne parole. Je partage une expérience, mais je vois beaucoup d'entre vous sur le chat qui ont aussi beaucoup d'expériences à partager. Et c'est cet esprit collaboratif qu'il faut pouvoir soutenir. Le dernier point aussi que je ferai, c'est que dans une période de bombardement d'informations, je crois que c'est très important aussi de protéger nos élèves face à la désinformation et ne pas nous-mêmes faire preuve de désinformation. Donc, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous partagez avec vos enfants, essayez de vérifier, de recroiser les informations qu'on reçoit, puisque aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se disent et qui se font qui ne soutiennent pas forcément le bien-être des personnes ou la santé des personnes. Voilà, ce sera mon dernier conseil, quelque chose sur lequel les lycéens peuvent travailler. Pierre Merci, Alban, Pascal. une conclusion, Pierre Alban aussi, à titre personnel. Écoutez, à titre personnel, je vis la même chose que tout le monde, avec des enfants à occuper, un travail à continuer à mener, et on fait ce qu'on peut pour continuer à accompagner les établissements scolaires et les enseignants qui ont besoin d'aide. C'est une période qui est à la fois inquiétante, passionnante, qu'on attendait aussi, parce que c'est sympa de connaître cette proximité de tous les jours en famille. Je me demande ce que donneront les prochaines semaines. Il faut qu'on tienne sur la distance, et il faut aussi, j'ai vu le message de Philippe Pradel sur ce sujet, il faut aussi qu'on réfléchisse et qu'on anticipe dès aujourd'hui le retour à la normale, à tout point de vue. Comment est-ce qu'on va revenir ensemble? Comment est-ce qu'on va reprendre des règles quotidiennes en famille, à l'école et dans nos habitudes de tous les jours? Très bien, écoutez, merci à tous, merci aux intervenants, merci aux nombreuses personnes qui nous ont suivis. Vous étiez entre 80 et 100 en direct, ce qui est beaucoup, sur 300 qui se sont inscrits. Je peux vous dire tout de suite que vous pouvez, dès la fin de ce webinaire, le revoir, si ça vous intéresse bien sûr. Vous pouvez le revoir donc en différé. Donc vous allez recevoir un lien sur la boîte email que vous avez donnée. Il va être donc disponible. Il sera aussi disponible un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube de TZ Conseil. Je peux vous dire aussi que les questions, les chats sont archivés. Les questions que vous avez posées, il y a des questions, je les vois là, je suis en train de regarder, on va y répondre. Et vous aurez aussi un email avec toutes les références que vous ont données là au cours de ce webinaire les intervenants. On s'engage à vous faire une restitution un petit peu d'éléments, de liens, voire de textes qu'on va pouvoir vous envoyer. Voilà, je vous remercie. On a dépassé un tout petit peu notre heure de 3 minutes. Salutations depuis New York, depuis Singapour, depuis l'Alsace, depuis Paris et depuis la Corrèze. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.